Le collier poumon de Schiaparelli, porté par Bella Hadid à Cannes le 11 juillet 2021, c'est toi. Le métier de parurière de mode, ce que je fais pour la maison de couture Schiaparelli, c'est très peu connu. Le moulage, c'est mon ADN. En travaillant avec Schiaparelli et quelques autres maisons de couture, j'ai toujours continué à lancer des collections. Même l'année de mon diplôme, j'avais déjà ma première collection de bijoux. J'ai vraiment envie d'être plus sereine en disant que je suis artiste, parce que c'est génial de faire un métier qu'on aime. Et si on aime et qu'on le fait avec passion, je pense qu'il y a des possibilités d'être heureuse. Les femmes de la joaillerie sont passionnées et cultivées, intelligentes et créatives, bosseuses et imaginatives. Elles sont brillantes. On imagine le monde des bijoux comme un secteur léger et opulent. La réalité est autre. C'est un monde qui exige l'excellence dans tous les domaines, un monde de travail acharné, des artisans d'art aux mains de fée aux groupes internationaux, à la puissance supranationale. Le monde des bijoux, c'est aussi une certaine image de la France qui s'impose depuis le XVIIe siècle. Et dans ce monde protéiforme, les femmes ont dû se sertir une place. Et elles ont réussi parce qu'elles sont brillantes. Dans ce podcast, Brillante, je vous fais découvrir, non pas l'envers du décor, mais la réalité du monde joaillier au féminin en interviewant les femmes de la joaillerie. À chaque fois, je leur demande un conseil pour une jeune femme qui serait tentée par ce monde où le scintillement de vitrine cache l'exigence du travail et de l'investissement personnel, pour que la prochaine génération se prépare ainsi à devenir brillante. Je reçois aujourd'hui une femme brillante, Marine Billet, la fondatrice d'Incarnem. Bonjour Marine. Bonjour Anne. J'attaque tout de suite par la question gimmick. Quel est ton plus joli souvenir de bijoux ? C'est un souvenir qui remonte à l'enfance. Ma mère avait elle a énormément de bijoux, plutôt des bijoux haute fantaisie. Elle aimait les gros bijoux et donc elle avait une pochette en tissu remplie de bijoux. Voilà. Et j'allais toujours fouiner dedans, je m'amusais à les dépareiller. D'ailleurs, en général, la paire de boucles d'oreilles était jamais complète. Et ça m'a accompagnée après dans mon amour pour la collection de bijoux vintage. J'adore aller aux puces, j'adore chiner, regarder aussi le détail technique de ces bijoux anciens parce que souvent c'est très très beau, très raffiné. À côté de ça, c'est pas du précieux, mais moi je trouve que la préciosité, elle est dans le travail et dans la beauté de la pièce. Alors, pour qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet, le collier poumon de Schiaparelli, porté par Bella Hadid à Cannes le 11 juillet 2021, c'est toi. Tu nous racontes ? Oui, je vous livre un peu l'histoire de ce poumon. Alors, à la base, je l'ai fabriqué pour donc la maison de couture Schiaparelli, pour la haute couture. Donc, il a été porté sur le défilé avant d'être porté par Bella Hadid. C'est une pièce que j'ai reçue vraiment un peu en last minute. On était à J-2 semaines du défilé, donc très très court. Mais j'ai reçu un croquis qui a été fait par Daniel Roseberry, donc le directeur artistique de la maison. Et le croquis était très beau, très excitant, très alléchant pour moi. J'ai quand même senti que c'était une pièce qui allait être assez waouh. J'ai compris assez vite, aussi parce que je travaille avec eux depuis longtemps, qu'ils voulaient quelque chose de très réaliste. Donc il y a eu un gros travail de recherche très rapide, mais quand même conséquent, pour essayer d'imiter un poumon réaliste, donc faire toutes les petites branches, toutes les petites ramifications. Je suis allée déterrer des racines au parc d'à côté, parce qu'en fait, j'ai lu qu'un poumon, c'était comme un système racinaire inversé d'un arbre. Alors donc, tu t'es hyper renseignée sur qu'est-ce que c'était qu'un Oui, poumon. Tu n'as pas de formation médicale. non, alors mes parents sont médecins, donc moi ça me plaît beaucoup l'univers médical. J'ai été baignée dans des bouquins de médecine étant petite. Donc là, je suis retournée dans ces livres-là, j'ai regardé des radiographies de poumons. Et après, il y a eu tout un travail de métal, c'est-à-dire souder une à une toutes ces petites branches qui en plus sont texturées. On n'a pas laissé le fil tel quel pour donner plus un aspect couture. Et à la fin, on pose des strass. Souvent, on ne s'en rend pas compte sur la photo, mais il doit y avoir 500 strass à peu près. Donc c'est beaucoup d'heures de travail et un résultat assez dingue, je trouve. Donc en fait, un poumon, c'est des branches, des branchioles et d'autres bidules. Il y a un tronc central, ça c'est une plaque que je suis venue mettre en forme pour donner du volume, parce que normalement il y a du bombé. Et après, effectivement, c'est plein de petites branches qui sont de plus en plus fines. On descend jusqu'à du fil de 1 millimètre. Donc c'est vraiment un travail très minutieux. Et en fait, la pièce, malgré toutes les questions que j'ai vues sur les réseaux, elle est très légère pour le volume qu'elle représente. Finalement, ce qui est le plus lourd, c'est la chaîne. En 2 semaines.
Oui, en 2 semaines. Alors j'étais pas toute seule, heureusement à cette époque-là, j'avais 2 stagiaires avec moi, qui m'ont beaucoup aidée, qui me faisaient des branches en série et moi je faisais le gros de l'assemblage avec une énorme flamme. En plus, c'était, juste avant l'été, donc il faisait très chaud, voilà, mais c'était un beau moment. On prend, des fils de différentes tailles. Il faut que ça donne un effet de plus en plus petit, donc on commence par un gros fil. Sur ce gros fil, on vient mettre, par exemple, donc un fil de 2 millimètres, on va dire. Après, on vient mettre du 1,5 millimètre. Après, on met du 1,2 et à la fin du 1. Et donc, ça fait vraiment un peu comme du corail aussi. Il y a vraiment cet effet d'aller vers le plus petit. Et après, on prend une petite fraise qui permet de donner une texture. Ça enlève le côté lisse et donc trop usiné du fil laiton. Des nuits blanches, en fait. Non, on a fini tard, on a fait des grosses journées, mais on a eu la chance de pas faire de nuit. C'était déjà l'époque où j'avais dit que je voulais pas plus faire de nuit blanche, donc on a dû travailler le week-end. Mais la bijouterie, il faut bien voir, faut pas être trop fatigué, sinon on se blesse. Donc on n'a jamais dépassé les 20h, 21h parce qu'après, c'est trop physique, ça fatigue trop et on fait des bêtises. Du coup, c'est du laiton doré. Exactement, c'est du laiton doré. Toutes les pièces pour Schiaparelli, c'est du laiton ou du bronze doré, hein. Il y a pas de pièces en métal précieux parce que le développement est déjà assez long, donc il faut pas rajouter du coût dans le métal, en fait. Et puis, de toute façon, là, elle aurait pas pu bouger, en fait. En or, ça aurait été Oh trop lourd. moi, je ne sais même pas quel aurait été le prix, mais oui, en plus, ça aurait été trop lourd. Tu as une commande, tu mets 2 semaines, tu livres la pièce Oui. et après, il se passe quoi? Après, donc, je vois la pièce défiler, donc je suis très émue parce que le moment du défilé, c'est le moment où on voit la pièce prendre vie, on voit la tenue qui est associée avec. Là, c'était important puisque la robe, elle est dénudée sur la poitrine, donc c'était quand même un très beau moment. Et quelques semaines après, un matin, j'ai reçu, mais je crois que c'était un message de l'équipe de Schiaparelli pour me dire que Bella Hadid avait porté le poumon. Puis j'ai vu sur les réseaux sociaux que ça s'emballait. Mes amis aussi, voilà, qui savaient que j'avais fait le poumon, puisqu'à l'époque, c'était quand même encore confidentiel, même si j'ai eu des remerciements de Daniel. Donc j'ai découvert ça et je me suis pas rendu compte sur le moment, la portée que ça allait avoir, en fait. Moi, j'étais déjà émue au moment où il avait défilé, parce que pour moi, c'est déjà le moment où ça y est, il a atteint son apogée. En fait, non, il en était qu'au début et il y a eu énormément de photos et c'est devenu un moment iconique, de mode. On en parle encore, comme, le plus beau, enfin un des plus beaux moments à Cannes. Donc ça, c'est chouette de se dire que c'est rentré dans l'histoire, en fait. Quand tu parles, du coup, de défilé, c'est pas Cannes. Non, le défilé, c'est le défilé haute couture de la maison Schiaparelli, où ils ont présenté la pièce, portée sur un mannequin, en fait. Et il y a combien d'écart entre les 2 moments? Le temps qui s'est écoulé entre le défilé et Cannes, c'est assez court puisque le défilé a dû être fin juin, début juillet. La haute couture, c'est toujours à peu près ça. Et Cannes, c'était le 11 juillet. Donc, c'était très rapidement après. Donc tu t'attendais pas du tout d'un seul coup à cette effervescence. Tu as l'habitude de travailler pour cette maison, tu fais, les pièces, il y a le défilé et puis so what, quoi. Oui, exactement. Et après, en général, c'est des clientes assez discrètes que nous, on ne connaît pas, qui achètent les pièces, des VIP. Moi, je refais les pièces pour elles, mais là, c'est rare. C'est un moment où il y a eu un switch aussi de la maison Schiaparelli, où ils ont commencé à avoir vraiment des personnes connues dans le monde de la mode qui portaient leurs pièces. Donc oui, là, moi, je m'y attendais pas du tout. Et je pense que même eux, ça a été une surprise parce qu'ils ont dû envoyer plusieurs pièces. Peut-être qu'il y avait même d'autres maisons en concurrence. Je ne sais pas trop comment ça se passe dans ces moments-là. Mais jusqu'au dernier moment, ils ne savaient pas si elle allait le porter ou non. Je crois que c'est un peu ça, l'histoire. Tu as le droit de dire que c'est toi qui l'as faite. C'est assez remarquable de la part de la maison. Ça n'a jamais été dit, de manière frontale, mais au fur et à mesure, les gens ont compris que c'était moi via les réseaux. Il y a eu, l'interview de Combini, il y a eu Mad aussi, des réseaux qui sont venus filmer à l'atelier et donc les gens ont fini par savoir que c'est moi qui avais fait la pièce. Mais je communiquais pas dessus de manière directe au début. En tout cas, c'est venu avec le temps où j'ai assumé aussi que j'avais ma patte pour faire cette pièce, que j'avais mis aussi beaucoup de mon ADN, de ma manière d'interpréter les choses et que quelqu'un d'autre, si on lui avait demandé la même pièce, elle aurait pas été pareille, esthétiquement parlant, quoi. Mais ça prend du temps de se dire, OK, c'est pas mon dessin, mais j'ai quand même mis ma patte dans la réalisation de la pièce. Et justement, dans les trucs un peu dingues, c'est toi aussi qui as fait le sein suivi d'un bébé. Oui, elle était très compliquée cette pièce. Alors j'ai eu l'aide de
Christophe Blary, qui à l'époque faisait du moulage et des tirages en résine. Moi, je ne travaille pas la résine, parce que là, cette pièce, c'est de la résine, c'est pas du métal. Et attention, ce n'est pas un vrai bébé, on s'en doute, mais il a fallu trouver une poupée assez réaliste. Et donc, c'est Mathilde qu'on a moulée et qui a tenu le bébé contre son sein. Et on a fait un moulage très, très complexe. D'ailleurs, la pièce est partie en shooting et je crois qu'elle a été abîmée, si je me rappelle bien. Voilà, donc il a eu une fin un peu triste, ce bébé. Parce que sinon, moi, j'ai vu la pièce au MAD, justement, pendant Mmh. l'exposition de la marque. Oui, toutes les pièces, les grosses pièces iconiques étaient présentes, sur cette exposition. Donc moi, j'y suis allée et c'est vrai que c'était hyper émouvant de voir, toutes les pièces dans un musée. Il y avait, je pense, une vingtaine de pièces que j'avais fabriquées, pour la maison qui était exposée. Une petite question comme ça, un petit peu provoque. Elsa Schiaparelli travaillait avec Jean Cocteau et Salvatore Dali. Donc toi, tu travailles avec Daniel Rosenberry. Tu te sens être une descendante de Cocteau et de Dali? Oh non, j'irai pas jusque-là. J'aimerais bien, hein, je les adore et je suis pas une grande fanat de l'univers pictural de Dali, mais ses bijoux, je suis, fan, fan, fan. C'est un super souvenir aussi d'aller voir le musée, à Figueras où on peut voir, tous les bijoux, alors qu'il a pas fabriqué, mais qu'il a dessinés. Je les trouve incroyables. Mais travailler avec cette maison, c'est quand même travailler avec un ADN, lié aux artistes et ça c'est super agréable parce qu'on sent qu'il y a une envie de dépasser, de chercher des références intéressantes. Donc moi, c'est pour ça que quand je suis sortie de mon école de bijoux, il y avait pas beaucoup de maisons de couture avec lesquelles j'avais vraiment envie de collaborer. Bon, s'il avait fallu travailler, évidemment, je disais oui à tout le monde, hein, mais j'avais très envie de travailler avec Schiaparelli, avec Jean-Paul Gaultier, voilà, des maisons où il y a un univers vraiment assumé, marqué et qui, moi, me parle. Et justement, dans les trucs un peu rigolos que tu as fait aussi des ongles. Alors, il y a les ronces et d'autres qui s'appellent marée basse, sur mesure pour le groupe Ascendant Vierge. Oui. Tu nous racontes? Oui, alors Ascendant Vierge, c'est un groupe que j'ai découvert, après le confinement, grâce à mon copain d'ailleurs. J'aime beaucoup la chanteuse, Mathilde. On s'est rencontrés, j'ai pu mouler ses doigts et je sais que sur scène, elle aime beaucoup porter, des prothèses ongulaires, voilà, parce qu'elle dit qu'elle a des petites mains, donc elle aime bien les allonger. Elle me demande rien, donc c'est à chaque fois, moi, je m'amuse à lui proposer, des ongles, qui racontent une histoire. Les ongles marée basse, c'est, une balade en Normandie où j'ai vu un rocher avec plein de petits coquillages qui étaient venus, s'agglutiner dessus. Je trouvais ça super joli et je me suis dit: «Ah mais ça serait drôle de le mouler, de donner l'impression, voilà, que les ongles sont un peu contaminés aussi par la mer». Et les ongles ronces, c'est une autre balade pareil en forêt où je me suis dit: «Bon, bah, voilà, il pourrait y avoir des ronces qui s'enroulent autour du doigt», et Mathilde est super sympa, donc à chaque fois, elle me prend les pièces et les porte pour des shootings et ça colle bien, à son univers, voilà. Et donc, en fait, tu fais un moulage de ses doigts et après tu rajoutes des choses dessus? Comment Ou tu travailles, en fait? ouais, donc je fais un moulage de ses doigts en silicone. Après, je fais un tirage en plâtre. Donc, en fait, j'ai ses doigts à échelle 1 en plâtre. Et moi, ça me permet de travailler vraiment bah, comme une nail artist. En fait, je choisis la taille de l'ongle, je le mets en forme pour que ça s'adapte bien sur son doigt. Là, pour les ongles marée de bas, j'avais moulé vraiment tout le bout de son doigt et ça venait s'enfiler un peu comme des dés à coudre. En fait, moi, le moulage, après, ça me permet de faire des pièces complètement sur mesure sans avoir besoin de faire venir la personne à l'atelier toutes les 5 minutes. Donc ça, c'est assez pratique. Et sinon, dans les pièces un peu exceptionnelles, je crois aussi que tu as créé un masque pour la rappeuse Cardi B. Oui, alors moi, Cardi B, ce qui est très drôle, c'est qu'à l'époque, je ne la connaissais pas, donc elle était déjà très connue, mais moi, je la connaissais pas. J'ai fait le masque, mais ce qui est rigolo aussi, c'est que le moulage a été fait aux États-Unis. Donc, c'est son équipe de maquilleurs, ou je sais pas, elle a demandé à quelqu'un extérieur de faire le moule qu'on a reçu par la poste. Donc, j'ai reçu le visage de Cardi B imprimé dans un moule en silicone. Et après, on a travaillé là encore en résine. Donc, on fait couler une résine dans le masque. On vient le travailler. Je crois que j'avais rajouté des piercings et on termine par une métallisation. C'est un aplat de métal qui donne l'impression justement que la pièce est en métal alors qu'elle est en résine et que c'est très léger. Donc, en fait, ça, c'est vraiment ton ADN. C'est-à-dire, tu prends du silicone, tu fais des moulages de morceaux de corps et tu le transformes en bijoux. Oui. Alors, le moulage, c'est mon ADN, pas que les morceaux de corps, parce que les morceaux de corps, c'est venu un peu après. Ma première collection, j'ai moulé des éléments architecturaux que je suis venue dérober dans la ville, donc des poignées de porte, des heurtoirs, des morceaux de lampadaires, de textures. Donc en fait, je suis un peu compulsive, je me balade un peu tout le temps avec du silicone et je moule tout ce qui me semble intéressant. Dernièrement, c'est des éléments que je ramasse en me baladant au bord de mer. J'ai moulé des fleurs. Effectivement, la collection la plus connue, c'est les moulages de peau. Mais le moulage, c'est infini. On peut tout mouler presque, en fait.
tu as nommé ta maison Incarnem parce que incarné, donc en latin, ça veut dire la chair, et donc littéralement, ce sont des bijoux que l'on incarne, donc des Oui, bijoux que tu rentres dans la chair. exactement. Et donc tu prends des fragments bon, de corps, et tu dis aussi d'autres choses, et puis tu les appelles doigt armure, boucle d'oreille pendante coulure charnelle. Et du coup, tu as un côté peut-être un peu provoque aussi, parce que bon, les nez ont des piercings, les doigts, des porte-cigarettes au milieu, les tétons aussi sont percés. Donc voilà, tu as peut-être un côté un petit peu, Oui, en tout cas, une touche d'humour et peut-être un petit peu de provoque. Ça, je l'avais déjà, pendant ma formation bijoux. Le premier projet qu'on a pu faire, où on a pu s'exprimer, j'ai pris une de mes dents, que je suis venue sertir, voilà, comme une pierre précieuse. Je trouvais que les dents, c'était très beau, l'émail, ce blanc un peu pur. Bah, moi, mes dents, je les ai conservées. Je trouve ça joli et j'avais pas du tout envie de les jeter. Donc le thème, c'était l'identité. Donc en plus, ça faisait sens parce qu'on a chacun une empreinte dentaire qui nous est propre. Et je sais déjà à l'époque que cette bague, je suis venue vraiment créer comme une petite architecture autour de la dent, comme un mausolée. Et je sais que les gens soit adoraient, soit détestaient, hein. C'était très clivant. Donc ça faisait déjà partie de mon ADN de bouger un peu les codes du bijou, en tout cas. et du coup, l'idée, c'est pas seulement, comme tu disais, de prendre un bout de corps et de le magnifier. Au contraire, c'est pas ça que tu cherches à dire. Ce que je cherche à dire, je pense que c'est en fait, on est entouré de choses qui sont sublimes, qui sont sous nos yeux, que ça soit un détail d'architecture, que ça soit une fleur, que ça soit notre propre peau. Ce que je trouve intéressant avec le concept que je développe maintenant, c'est que transposer dans le métal, ça change le regard en fait sur l'objet. Déjà, ça permet de le figer. Par exemple, quand je moule une orchidée, je sais qu'après, elle va faner, quoi qu'il arrive. Donc quelque part, je la fige, je lui donne un moment de grâce. C'est pareil quand je vais mouler l'oreille de quelqu'un. Si là, j'ai pas encore assez de recul, mais je pense si dans 20 ans, j'ai encore, mes clients, bah, peut-être, l'oreille, elle aura changé. Donc j'aime bien cette idée de figer le temps à un instant T et de travailler le métal, précieux ou non, parce que même si c'est du bronze, après quand il est doré, ça donne quand même un côté, précieux. Ça permet de dévoiler certains détails qu'on voit pas forcément à l'œil nu. Par exemple, les orchidées, on me dit souvent: «Ah mais la texture du pétale, elle est dingue». Je dis: «Mais ça, c'est la texture naturelle, hein, je la travaille pas plus, c'est juste que vous prenez le temps de la regarder». Pareil pour la texture de la peau, on se rend compte que, bah, notre peau, ça ressemble à du cuir, en fait, qu'il y a des lignes, il y a des tracés et ça, j'aime bien que les gens prennent le temps de s'arrêter sur quelque chose qu'ils ont sous les yeux, tous les jours et auquel ils font plus attention. Donc en fait, tu prends l'essence des objets et l'essence de la chair, en Oui, fait, c'est ça. Donc, est-ce que tu as des préférences? Parce qu'évidemment, il y a beaucoup de doigts, bouts, et cetera. Il y a pas d'épaule, par exemple, c'est des pièces plus grosses. C'est parce que c'est trop gros? Ou c'est parce que c'est pas encore le moment? alors l'épaule, on me l'avait demandé pour une robe de mariée. Finalement, le projet s'était pas fait. Si, l'épaule, si on me le demande, je le fais, sans problème. C'est juste que j'ai quelques grosses pièces qui sont surtout de sortie, pour les shootings. Notamment, j'ai fait un bijou de bas du dos, ça descend jusqu'au haut des fesses. Ces genres de pièces, en vrai, on me les commande pas, mais c'est très joli sur une photo avec une très belle robe. Donc, l'épaule, si j'avais une idée de shooting, je pourrais le faire, il y a pas de souci. Je sais juste que derrière, pas cette pièce-là que je vais vendre, en tout cas. Et le nombril? Le nombril, je l'ai déjà vendu. Je l'adore cette pièce, elle est très, très belle. C'est important d'avoir ce genre de pièce parce que même si c'est pas celle qu'on vend le plus, moi, c'est des pièces qui me font plaisir. Le porte-cigarette, par exemple, je me suis beaucoup amusée à le faire. On l'a pensé avec Mathilde, mon amie, c'est elle dont je moule toutes les parties du corps, qui est sur toutes mes photos, qui a des mains extraordinaires et on est partis à Milan toutes les 2 et on a eu cette idée après de porte-cigarette. Elle m'a fait un petit dessin, elle m'a dit: «Ah mais ça serait génial» et j'étais là: «Oh bah oui, faisons-le, c'est drôle». Je pensais pas du tout que j'allais le vendre. Moi, pour moi, c'était une blague, ça allait être drôle sur les photos et en fait, d'une blague, on est passé à un objet que je vends sur mon site. Donc, il faut continuer à se faire plaisir avec des pièces comme ça. Donc le nombril, là, j'ai une amie, elle est danseuse, orientale, donc je lui ai offert, la pièce, elle va faire une vidéo avec, voilà, c'est ce genre de moment, qu'il faut continuer de chérir parce que même si c'est pas dans l'idée de vendre, faut aussi, s'amuser. Moi, j'y voyais beaucoup de symboles parce que bon, le nombril, c'est ce qui nous détache ou nous rattache à la vie. Mmh. C'est tout le temps caché, c'est le truc qu'on voit le moins finalement dans C'est vrai. l'histoire. En faire un bijou, c'est vraiment aller montrer un truc qu'on sait qu'on a, mais bon, on Oui. regarde jamais en fait. Ou en tout cas, c'est pas une partie du corps qu'on sublime. Alors, pas dans nos cultures, nous, occidentales. Je pense que si on va en Inde, peut-être, ou d'autres pays, c'est différent. Mais et d'ailleurs, la seule commande que j'ai eue sur le site, c'est une femme qui m'a dit: «Ah là là, j'aime pas du tout mon nombril. J'ai été opérée il y a pas longtemps». Je lui ai dit: «Bon, je vous envoie quand même le kit pour que vous fassiez le moulage pour que» parce que ce qu'elle voulait, c'était le modèle du site qui, en fait, est mon nombril. Moi, le concept me plaisait pas trop parce que l'idée, c'est plus que les gens, moulent leur propre partie du corps et pas
porter celle de quelqu'un d'autre. Mais bon, je lui ai envoyé le silicone, elle a fait le moulage et je l'ai reçu. Mais il y avait aucun problème avec son nombril. Vraiment, je m'attendais à ce qu'elle ait une opération très grave. Enfin, et en fait, à force de la convaincre, de faire la cire, de lui montrer, elle a accepté de faire son propre nombril. Donc ça, je trouve que c'est une petite victoire aussi, que les gens aiment leur propre corps, se le réapproprient par un bijou qui vient supprimer une partie où ils sont pas forcément à l'aise. Donc il y a pas une volonté, par exemple sur le porte-cigarette, de militer sur, la cigarette ou des choses comme ça? Ou Non. de dire, «Arrêtons de dire que maintenant on fume plus nulle part» ou des choses Non. comme ça? Ah non, 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 ça a le rien à voir. porte-cigarette, c'est vraiment juste pour rigoler et si les gens ont envie de l'acheter sans fumer, il y a aucun souci. S'ils fument, je juge pas. Enfin, j'avais un peu peur de recevoir pas mal de messages négatifs. «Ah, faire la promotion de la cigarette», mais c'était pas ça. Je trouve que c'est un objet rigolo, même juste, posé comme ça, comme une petite sculpture. Donc, non, j'ai pas poussé le concept aussi loin, c'était juste, rigolo. Et alors après, comment tu travailles les attaches et les articulations? Parce que c'est pas tout ça, mais quand tu moules le doigt intégral, évidemment, il faut qu'il bouge. Mmh. Et quand tu fais les moulages des bouts de main, bah, après tu les relies entre elles. Il faut que ça bouge et que ça bouge avec la main. Oui. Comment tu travailles ça? En fait, je fais des tests. Ce qui est assez pratique avec le bijou, c'est qu'on peut très vite tester sur soi. Par exemple, le premier doigt articulé, ça doit être le mien ou c'est peut-être celui de Mathilde, mais en tout cas, j'ai voulu faire un système, assez léger. Donc le doigt articulé, par exemple, c'est juste des petits systèmes d'anneaux, c'est très simple. Il y a pas de vis, il y a pas de trucs trop techniques, ce qui est pas mon fort d'ailleurs dans le bijou, je suis pas une grosse technicienne, donc j'avais envie que ça soit simple. Et pour le gant articulé, je regarde le mouvement de la main, j'essaye de voir où ça peut bloquer. C'est vraiment de la recherche, c'est assez spontané et puis après, je fais les morceaux en métal, je les mets sur ma main et je regarde comment ça bouge et s'il faut, raccourcir à un endroit ou s'il faut décaler, voilà, c'est, assez simple en fait. Si je veux un bijou, tu m'envoies le moulage à faire moi-même ou je vais te voir? Ça dépend, de où tu habites. Si c'est sur Paris, on peut se donner rendez-vous, on fait le moulage ensemble, c'est très rapide, hein, ça dure, 20, 30 minutes max. Par contre, pour les personnes qui habitent à l'étranger et qui viennent pas sur Paris, là, là, j'ai envoyé un kit au Canada. Il y a une petite vidéo pour faire le moulage soi-même et j'ai jamais eu de raté donc et j'ai même envoyé un kit pour faire le moulage de la main entière aux États-Unis et la personne a réussi à le faire donc ça se passe bien en général. Et c'est comme ça que tu peux ajuster s'il y a une articulation, en fait? Oui, exactement. Moi, une fois que le système il est fait, je sais qu'il fonctionne, à peu près sur le corps, de tout le monde. Par contre, ça m'arrive d'avoir des gens là, c'est un peu plus technique, dernièrement des gens qui ont eu des amputations de phalanges. Là, c'est des pièces où c'est plus compliqué pour moi. Il faut vraiment que je réfléchisse parce qu'en plus, il faut que ça soit très confortable. Mais sinon, le doigt, armure, le système, il est le même sur le doigt de tout le monde. Maintenant, je sais, où mettre l'anneau pour pas que ça gêne, la taille de l'anneau, enfin voilà, donc le système est répété, sur même si le doigt est différent, le système est le même. Donc du coup, ça dans ton esprit, ça aide les gens à se réapproprier complètement leur corps? Bah, ça dépend des gens. Il y en a, ils sont très à l'aise avec leur corps, donc c'est une manière de se féliciter d'exister, on va dire, enfin de s'aimer encore plus. Ou alors, oui, c'est des gens qui aiment pas, une partie du corps et qui ont envie de réapprendre à l'aimer. Ça dépend, c'est 50-50. Donc j'ai bien compris, tu fais du bijou sur mesure, tu as ton petit kit, ta vidéo et tu l'envoies aux gens qui souhaitent un bijou. Et après ça se passe comment? Après, il y a un gros moment d'échange. Moi, en général, j'ai le contact du client par mail ou même par message. Je trouve ça plus simple. On crée une discussion ensemble. Je valide toujours avec eux, c'est-à-dire que moi, je reçois le moule, je tire un plâtre. Donc déjà, je vérifie que le moule a été bien fait. En général, oui. Et à partir de ce plâtre, ça me permet de travailler une cire qui va être la réplique exacte du doigt de la personne. Cette cire, évidemment, je l'agrandis un peu puisqu'on ne peut pas enfiler son propre doigt. Il faut que le doigt soit un peu plus grand. Et là, j'envoie une photo à la personne pour vérifier qu'elle est d'accord. Des fois, il y a des micro-retouches. «Ah, mon ongle, il est trop long. Mon ongle, il est trop court. Ah, ça, j'aime pas. Ma manucure». Souvent, c'est des histoires d'ongles que je retouche. Et une fois que la cire est prête, elle part chez le fondeur. Donc là, on fait une fonte en argent. Et quand je récupère les pièces, il me reste tout le travail après de nettoyage, d'assemblage justement des anneaux, et la finition sur le bijou. Et puis après, l'envoi au client. Donc en totalité, il faut 3 semaines, un mois? Oui, en général, je dis 4 à 6 semaines parce qu'il y a des étapes qui dépendent pas de moi. Par exemple, la fonte, ça prend un peu de temps. Faut que je dépose les fontes à Paris, il faut que je les récupère. Donc moi, une fois que j'ai le moule, c'est très rapide, mais il y a la dorure et la fonte qui peuvent un peu ralentir. Mais oui, disons un mois, c'est correct.
Et tu parles donc de doigts, mais est-ce que tu as un kit pour toutes les parties du corps? Oui, j'ai un kit pour toutes les parties du corps. Bah, c'est le même silicone, hein, mais la vidéo est différente. Il y a une vidéo pour mouler son oreille, il y a une vidéo pour mouler le haut de sa main, il y a une vidéo pour mouler le porte-cigarette si on le veut sur mesure. Enfin voilà, j'ai une vidéo pour chaque partie du corps à peu près. Et est-ce que tu fais vraiment toutes les parties du corps? Alors, les parties intimes, je l'ai déjà fait, mais sur des amis, et c'était plus comme ça pour le moment. On me l'a jamais demandé. J'ai pas ce genre de demande. Je pense que je pourrais envoyer le kit, ça me dérangerait pas. Les tétons, sans souci, hein, ça c'est pareil, j'ai de la vidéo. Mais non, on me l'a jamais demandé. Et alors, quelle est la demande la plus spéciale que tu aies déjà eue? J'ai eu une cliente l'an dernier, qui m'a beaucoup touchée parce qu'elle avait, plus de 70 ans. Elle est venue à mon pop-up qui était rue du Pont-aux-Choux, c'est sa fille qui l'a envoyé. Donc déjà, faut voir une dame de 70 ans venir dans un pop-up rue du Pont-aux-Choux. Elle arrivait pas à trouver parce que j'avais mis l'adresse sur les réseaux sociaux. Enfin bon, elle a fini par trouver, mais c'était un petit périple. Elle était venue avec son mari et en fait, elle avait une opération du doigt, qui avait complètement raté, donc elle avait plus d'os et plus d'articulation. Donc le doigt, tenait plus vraiment, de lui-même et donc elle était très mal à l'aise avec son doigt, elle le trouvait affreux et l'idée c'était de faire quelque chose avec et donc j'ai réussi à le mouler. Je l'ai légèrement retravaillé pour qu'il soit bien droit parce qu'il était un peu tordu et après on l'a fait en doré hyper bling bling. Il y a eu beaucoup d'essayages parce que, bah, pareil, c'était compliqué. Comme il y a pas l'os, ça a changé complètement la texture du doigt, donc c'était pas assez serré, c'était trop serré. Mais après, 3 ou 4 allers-retours et essayages, finalement le doigt lui allait et on aurait dit une égyptienne. C'était une dame très, très chic en plus, donc c'était drôle ce côté, un peu provoque, voilà cette dame très, très belle, un peu bourgeoise avec son gros doigt, doré, hyper visible et c'est un projet qui m'a beaucoup touchée. Alors, tu as remporté le prix L de artisane en partenariat avec LVMH, catégorie métier de la joaillerie et de l'horlogerie 2023. Tu as rencontré le prix Best in Creativity à la Milano Jewelry Week en 2023 aussi, le prix de l'originalité pour les talents du luxe et de la création en 2025. Est-ce que tous ces prix, c'est important? Oui, c'est important parce que moi, je viens pas du milieu du bijou à la base. C'est une reconversion, alors une reconversion choisie et aimée, donc je suis très contente, mais ça a été compliqué pour moi, mon parcours, j'ai été dans des études qui me correspondaient pas, donc j'ai été, malheureuse parce que je j'y arrivais pas en fait, j'étais pas bonne dans ce que je faisais. D'un coup, sentir qu'on est au bon endroit, on le sait de soi-même, hein, parce qu'on est heureuse de se lever tous les matins, on est heureuse de faire ce qu'on fait, mais d'être aussi validée, par une communauté de professionnels. Surtout moi, mes pièces qui sont quand même assez particulières. Quand j'ai fait mon école de bijoux, je sais que, ce que je faisais alors c'était une école de bijoux, axée bijoux contemporains, donc on faisait quand même des choses très créatives, mais je sais que ça sortait un peu des codes, de la bijouterie, voilà, je faisais toujours des pièces un peu plus grosses, un peu plus bizarres. J'avais un peu peur de pas trouver ma place parce que je trouve qu'à l'époque, le bijou, on était dans un truc assez minimaliste. C'était une période où on était revenu à quelque chose d'assez discret et je me disais: «Mais je vais jamais pouvoir vivre de mes pièces. Moi, j'ai envie de faire des grosses pièces, des trucs, sculpturaux, qui ont du sens» et en fait si. Donc je suis contente de voir, par exemple, avec le sommet du luxe où, même si c'est le talent de l'originalité, pour moi, ils sont plus axés luxe et donc peut-être classique et de savoir que mon travail leur a plu, qu'ils ont été touchés, et oui, c'est important, ça permet de se sentir légitime. Je vois que tu fais aussi beaucoup de travail en presse, du coup, pour te faire connaître ou alors défendre cette idée de corps, parce que j'ai vu M6, Harper's Bazaar, Vogue, une vidéo sur l'atelier par Loïc Pringent himself. Donc, tu fais beaucoup de travail là-dessus aussi. Oui, bah, parce que j'aime bien, communiquer, sur mon métier. Je pense pas mal aux gens qui auraient envie de mieux connaître ces métiers ou de se reconvertir ou aux jeunes, qui ont la chance aujourd'hui, voilà, d'avoir les podcasts, internet pour se nourrir, et peut-être transmettre une vocation ou une passion. Parce que les métiers d'art, il y a plein de métiers, c'est très beau et moi, ça me fait plaisir de parler de mon travail et de pouvoir faire connaître, des métiers qui parfois sont un peu secrets. Le métier de parurière de mode, ce que je fais pour la maison de couture Schiaparelli, c'est très peu connu, donc j'aime bien, pouvoir transmettre. Alors justement, c'est la question que j'allais te poser. On dirait que tu devines tout ce que je vais te demander. Comment tu définis ton métier? Artisane, artiste, bijoutière, sculptrice, parurière, plaquettiste, prototypiste? J'ai trouvé tous ces mots pour Ouais. toi.
Tu fais comment le tri? Mais je fais pas le tri, je suis tout. Je sais que c'est très frustrant parce que on a envie de laisser qu'un mot, mais en fait, je suis artisane puisque je fabrique mes bijoux moi-même. Je suis artiste parce que c'est important pour moi qu'il y ait un concept. C'est pas juste, des bijoux, dans le sens, 1er du terme. Un accessoire, c'est plus. J'essaye de mettre un supplément d'âme dans mes pièces et puis, maquettiste et parurière prototypiste, ça, c'est le même terme pour, désigner, mon travail pour Schiaparelli, enfin, pour les maisons de couture de manière plus large. Les 3 mots, sont valables, voilà, donc au gré de mes envies, je change de mots, j'aime bien, qu'il y ait pas de frontières, j'aime pas me ranger dans une petite case. Sculptrice aussi, c'est vrai, parce que ça m'arrive aussi de faire des pièces plus grosses en métal, donc en fonction de mes humeurs, je suis, tout à la fois ou l'un ou l'autre, voilà. Bah, en fait, le poumon, c'est quand même de la sculpture, hein, parce que tu as pas Complètement. pu prendre un poumon et le mouler là, pour le coup? Oui, oui, ah bah, complètement, oui, c'est de la sculpture, pour moi, la sculpture, pour moi, je passe dans le domaine de la sculpture, c'est une question d'échelle. Mais le poumon, oui, c'est une pièce qui est quand même volumineuse, on sort du domaine, du bijou classique, donc moi, le moment où je passe dans le sculptural, c'est soit un changement d'échelle, soit c'est une pièce aussi qui peut vivre d'elle-même sans être forcément portée sur le corps, donc le poumon, effectivement, on l'imagine très bien, sur un mur et c'est très beau, c'est une sculpture en soi. Justement, tu venais d'aborder la question. Au début, tu n'étais pas artisane. J'ai lu que tu voulais faire art appliqué et finalement, tu es devenue architecte. Mmh. Qu'est-ce qui t'a pris là? Bah, non, qu'est-ce qui m'a pris? Je me suis fait embarquer par mes parents comme beaucoup de jeunes, je pense. C'est un moment très compliqué, le choix de son avenir. Moi, ça m'angoissait beaucoup. J'avais l'impression que c'était rédhibitoire, que je pourrais pas revenir en arrière, que je pouvais pas me tromper. Donc ça a été un moment très angoissant. Art appliqué, j'ai tenté d'intégrer l'école Boulle où c'était Estienne, enfin les 4 écoles parisiennes. J'ai pas été prise, mais ce qui paraît assez logique parce que j'étais dans une petite ville, j'avais pas une formation, artistique, très développée, j'avais fait un bac S, enfin il aurait fallu une mise à niveau. Moi, je l'ai vécu un peu comme un échec de me dire: «Bon, bah, mince, je suis pas prise». Du coup, mes parents, eux, ils en ont un peu profité pour dire: «Bon, bah, voilà, tu vois, c'est peut-être pas ta voie». Ils m'ont pas poussée dans, m'accompagner dans une mise à niveau, aussi parce qu'ils connaissaient pas, ce milieu-là et je pense que ça leur faisait peur. Et du coup, le compromis, c'était l'architecture, c'était un métier soi-disant, artistique et ça rassurait tout le monde. Donc voilà, je me suis retrouvée en école d'architecture. Ce qui est pas un drame en soi parce que les études sont hyper intéressantes, elles sont très riches, on fait de la sociologie, moi j'ai adoré, on apprend quand même à développer un concept, une idée dans sa tête jusqu'à un dessin. Le seul problème, c'est que dessiner de l'architecture en soi, c'était pas ma passion, donc ça a été très compliqué. Mais comme je suis têtue, je suis allée au bout, donc je suis diplômée architecte d'État, voilà. Mais ça a été quand même, dans la douleur. D'un seul coup, qu'est-ce qui t'arrive? Tu fais la FEDAP, Oui. c'est-à-dire l'Association pour la formation et le développement aux arts plastiques, qui propose justement un parcours de bijoutier-auteur. Mmh. Alors déjà, comment tu trouves cette école et comment d'un seul coup tu dis, «Voilà, je suis diplômée en architecte, je bosse pas, je change»? Alors j'ai travaillé et c'est comme ça justement que je me suis retournée vers le bijou après. J'ai travaillé dans une agence d'architecture d'intérieur avec des horaires pas possibles et être tout le temps devant l'ordinateur et là je me suis dit: «Non mais ça va pas être ça ma vie, les 30 prochaines années, je ne peux pas». Et donc j'ai commencé à regarder sur internet les formations pour adultes puisqu'en fait à l'époque j'avais déjà, 26 ou 27 ans. Boules, c'était plus la peine. Enfin, le cursus classique, il faut l'intégrer après le lycée. Donc ça a fait le tri assez vite parce qu'il y avait pas beaucoup d'écoles qui proposaient des formations pour les adultes. J'ai fait les portes ouvertes et donc je suis allée voir la FEDAP. J'ai beaucoup aimé, les projets d'étudiants qui étaient présentés. Je trouvais qu'il y avait une vraie liberté, très créatif et surtout ce que j'aimais bien, c'est que, on fabriquait, nous-mêmes en atelier. Ça, c'était très important pour moi. En fait, je voulais à la fois pouvoir être capable de développer un concept, donc pas juste faire un bijou comme un technicien, ce qui est le cas quand on passe le CAP par exemple, je trouve, mais en même temps je voulais pouvoir fabriquer. Donc par exemple le CAP, je ne l'ai pas passé, j'aurais pu le passer en candidat libre, mais ça m'intéressait pas puisque je savais que je voulais pas travailler dans des maisons. Je voulais travailler pour moi ou peut-être pour les maisons de couture, mais pareil, on ne demande pas de CAP. Donc voilà, j'ai intégré cette école et j'ai fait le parcours en 2 ans, qui permet déjà de voir beaucoup, beaucoup de techniques. Je sais quand je suis sortie de cette école, j'ai travaillé pour Philippe Grand chez qui j'avais fait un stage et il disait qu'il aimait beaucoup prendre des élèves de cette école parce qu'il trouvait qu'on était très couteau suisse. Voilà, qu'on savait un peu tout faire. On n'est pas des grands techniciens, mais on savait se débrouiller et pour le bijou de mode, c'est hyper important parce qu'il faut réagir au quart de tour, les projets vont très vite, il faut rebondir si ça marche pas donc voilà, il faut un peu savoir tout faire.
Philippe Grand, c'est un parurier qui est prestigieux et qui a travaillé avec Christian Lacroix, Jean-Paul Gaultier, Givenchy, Louis Vuitton. Mmh. C'est ça qui t'a défini dans ton projet et qui t'a propulsé? Oui, en tout cas, ça a été une vraie révélation, le stage de 1 mois chez lui, parce qu'en 1 mois, j'ai appris autant qu'en 1 an. Parce qu'en fait, tous les jours, on changeait de pièce, on devait travailler sur autre chose, on changeait de matière, ça brassait énormément de techniques. Moi, j'ai adoré, c'était hyper stimulant, on s'ennuyait pas. Ça correspond bien à ma personnalité. Je suis incapable de bosser plus de, je sais pas, 5 jours sur une même pièce. Il faut que je switch. Donc, je peux revenir travailler dessus après, mais j'aime bien passer d'un truc à un autre. Et là, c'est ce qui se passe parce qu'en fait, on démarre une pièce, le styliste vient vérifier que ça lui plaît. Pendant ce temps-là, on bosse sur une pièce d'une autre maison de couture. Enfin, voilà, il faut aller vite. En même temps, il faut que ça soit beau. Donc, j'aimais bien cette effervescence et je me suis dit: «Ah si j'arrive». Alors, à l'époque, je l'ai pas pensé comme ça quand je suis sortie de l'école. Ce que je voulais, moi, c'était intégrer le studio de dessin des maisons de couture. J'avais envie de leur proposer d'être un peu les 2, justement un couteau suisse, c'est-à-dire de dessiner et de leur faire des maquettes sur place qui après pouvaient être repris par un autre maquettiste qui lui finalise vraiment la pièce. Mais je m'étais dit: «Bah, je suis capable de leur faire, très vite quelque chose en volume, pas que du dessin». Et en fait, les maisons de couture sont assez fermées, là-dessus. C'est-à-dire que si vous n'avez pas fait, une école de stylisme, et ben, ils considèrent que vous savez pas faire, du dessin de bijoux, ce qui est pas vrai. Moi, la FEDAP, en plus, c'est une école qui n'existe plus maintenant, mais qui à l'époque était pas très connue. Donc par exemple, j'ai passé des entretiens avec Vuitton. La RH, elle aimait beaucoup mon profil parce que justement, elle me disait: «Ah bah, vous avez un profil atypique». Moi, ça me plaît beaucoup, mais finalement, bah, j'ai pas été retenue parce que je pense que je rentrais pas dans la case, styliste bijoux. Et Schiaparelli, quand je les ai contactés, pareil, c'était à la base pour intégrer le studio, et être styliste bijoux. Et c'est là qu'ils m'ont dit: «Bah, écoutez, non, on a déjà une styliste, on n'a pas besoin, mais par contre, c'est vous qui fabriquez là ce que vous nous avez envoyé dans votre portfolio?» J'ai dit: «Oui». Et c'est là qu'ils m'ont demandé de fabriquer une première pièce pour eux et je me suis dit j'avais pas d'atelier, j'avais pas de statut, enfin voilà et j'ai dit: «Allez go!» Et c'était quoi cette pièce? C'était des anses de sac à main. Déjà, on était dans l'accessoire et pas du bijou, mais c'était des anses de sac à main bijoutées parce que c'était une base en métal sur lequel, on est venu mettre des branches de bois flotté. Donc, voilà, le bois, fallait en fait le sertir parce qu'on essaye de pas coller quand même, c'est un peu moche. Donc j'avais fait des sortes de picots, j'avais percé le bois flotté, je l'ai enfoncé dedans, après on avait rajouté des perles. Enfin, c'était assez complexe comme pièce, mais je crois que je m'en suis bien sortie, donc je suis contente. Bah, s'ils sont revenus, Voilà, ils sont revenus et une pièce en a donné une autre et je suis passée d'une pièce à 2 pièces, à 4 pièces, à 6 pièces jusqu'à, le max, je crois que c'était, une dizaine de pièces toute seule. donc tu parles de cette anse de sac, donc on est dans la parure. À quel moment tu arrives aux bijoux pour eux? Pour eux et pour moi, on était déjà dans la catégorie bijoux, mais le défilé d'après, ils m'ont demandé une broche. Donc on va dire le classique du bijou, voilà, on était dans une broche, mais pour moi, la anse de sac à main, comme elle était entièrement en métal, que j'avais rajouté des perles, enfin, c'était vraiment un des anses bijoux. C'est parallèlement que tu crées une Carmen? Alors, pas encore de manière, aussi, définie, mais en tout cas, depuis que je suis sortie de l'école de bijoux, j'ai commencé à créer mes propres collections. Même l'année de mon diplôme, j'avais déjà ma première collection de bijoux parce que j'avais cette volonté de pouvoir montrer le plus de pièces possible. Donc, par exemple, la collection, Morceaux, choisis de Paris, elle existe depuis 2017. Après, en travaillant avec Schiaparelli et quelques autres maisons de couture, j'ai toujours continué à lancer des collections. Je les présentais, dans un cercle assez intime, c'était des amis proches, il y avait pas encore le nom Incarnem, mais en tout cas, ça me tenait à cœur de continuer à créer, mes propres pièces. Puis j'en avais besoin aussi parce que, bah, déjà entre les défilés, il y avait des fois, il y avait des laps de temps assez creux et moi aussi pour continuer à m'animer, à me faire plaisir, je crée, des collections. Et donc Incarnem, c'est toi toute seule ou c'est la fusion de ce qu'on te demande en couture plus ta vision? Enfin, ça m'a tellement habité, ça m'habite encore tellement ce que je fais pour Schiaparelli que évidemment. Et c'est pour ça que j'ai pas lancé, Incarnem qui ne s'appelait pas Incarnem dans ma tête à ce moment-là, que je l'ai pas lancé à la sortie de l'école parce que j'étais pas prête, je savais pas encore ce que je voulais raconter. Donc je pense que c'est plus, c'est une sorte, ça m'a infusé en fait. Donc ça, quand j'ai travaillé sur des choses avec eux, ça m'a fait réfléchir à des concepts. Oui, c'est quelque chose qui s'est interpénétré, qui m'a nourrie. Pour te faire connaître, tu te reposes pas sur tes lauriers, hein, parce que j'ai vu, donc exposition Gourou par exemple à Paris Fashion Week en 2021. Le Bonheur du jour, c'était encore avant. 2023, Sublime Sécrétion pendant le parcours bijoux. Mmh. 2024, Grosso modo à Arles. Et puis bien sûr, maintenant tu investis le Palais Royal depuis 2024. Oui.
En fait, moi, j'ai pas de boutique, en fixe. J'ai mon atelier en Normandie maintenant, mais j'ai travaillé pour une boutique et je sais que c'est pas quelque chose que je voulais, pour moi. Au début, si, ça me faisait fantasmer, maintenant beaucoup moins parce que, je me voyais avec des horaires assignés, devenir un peu commerçante aussi, c'est pas la partie la plus agréable du travail, donc c'est important ces moments d'exposition, à l'étranger ou en France qui permettent, bah, déjà aux gens qui me suivent de venir essayer des bijoux et puis aussi de toucher, un nouveau public et moi, c'est la partie que j'aime bien parce qu'en fait, comme je suis à l'atelier tout le temps toute seule, ces moments-là, c'est des moments de rencontre, c'est des moments d'échange. Il y a mes amis qui viennent aussi, à l'étranger, je rencontre de nouvelles personnes, donc je continue à alimenter ça et j'ai hâte qu'on me demande même d'aller, je sais pas, exposer aux États-Unis. Enfin, voilà, je suis complètement ouverte à l'idée d'exposer mes pièces, à l'étranger encore plus. C'est quoi ton rêve? Il y a un truc que j'aimerais bien mettre en place ou qu'on mette en place à ma place. J'aimerais bien, me faire un parcours de galeries, une dans chaque capitale et prévoir des rendez-vous, moulage pendant 2 ou 3 jours. En profiter pour, me balader dans la ville aussi, hein, évidemment, mais voilà, qu'une galerie m'invite, qu'elle dise: «Ah bah, je vous accueille de telle date à telle date». Elle prend les rendez-vous, je fais les moulages clients ou même, autres, hein, des rendez-vous sur mesure et puis, je me fais un petit tour, des capitales, du monde, sympa que j'ai envie de voir. Et du coup, maintenant, dans ton parcours de femme, puisque tu as parlé de tes amis, de ton copain et du bijou, qu'est-ce qui profondément te meut? Moi, c'est la rencontre, en fait. Je me rends compte que par, les bijoux que je fais, je rencontre, beaucoup de personnes. Il y a un contact très intime aussi avec le moulage, même s'il est fait à distance, de recevoir le moule de l'oreille de la personne ou de son doigt et tout de suite, j'engage une discussion, on échange et il y a beaucoup, beaucoup de personnes que j'ai rencontrées comme ça qui sont devenues des amies. Ouais, ce qui m'anime, c'est la rencontre et le challenge. La rencontre de mes clients, de mes clientes qui deviennent des amis, la rencontre d'autres artisans, artisanes, parfois pour des collaborations ou des choses que j'ai envie de mettre en place. Pareil, ça devient des amis ou des photographes qui ont envie de faire des shootings avec moi. Ça, j'adore. Je sens que je suis en train de tisser un réseau. D'ailleurs, c'est principalement des femmes, ça me plaît beaucoup. On s'est créé une sorte de petit groupe de femmes, créatrices ou artisanes et on essaye de se réunir, assez souvent, de se faire un dîner ensemble. On est là aux événements des unes et des autres, on se soutient. Donc ça, c'est assez important pour moi et après le challenge, bah, c'est, les clients qui vont me demander, des choses auxquelles j'aurais pas pensé, un bijou sur mesure comme si là, dernièrement, on m'a demandé de rajouter des diamants et des saphirs, dans des morceaux de doigts. J'avais fait une petite formation de sertissage, récemment, donc je me suis dit: «Bon, bah, ça y est, c'est le moment de tester». Ça, j'adore. Continuer à me former, continuer à ce qu'aussi les clients m'apportent des idées, des envies et que ça me sorte de ma zone de confort parce que c'est quelque chose que j'ai appris avec les maisons de couture. On me demandait toujours des pièces qu'à la base, je ne savais pas forcément faire et il fallait aller trouver le contact, le bon endroit pour le faire ou le bon sous-traitant et ça, j'aime beaucoup parce que ça permet de découvrir des nouvelles techniques, de continuer à être curieux. J'aime bien rester curieuse. Et là, maintenant, alors, c'est quoi tes projets? Qu'est-ce que tu voudrais qu'on te souhaite? Là, franchement, j'ai trouvé un bon équilibre, hein. Je suis contente parce que j'ai un bon équilibre entre ma vie privée, mon atelier à Fécamp et ces moments de visibilité à Paris. Je crois que là, j'aimerais trouver des galeries qui me représentent à travers le monde. Enfin, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, mais si j'avais une galerie qui me représente à New York, une à Paris et une à Londres, j'ai vraiment envie d'être plus sereine en disant que je suis artiste. C'est toujours compliqué, parce que le bijou, ça a vraiment une image de quelque chose d'assez futile. Du coup, je suis soit artisane, soit, créatrice, mais j'aime pas ce mot et artiste, j'essaye vraiment de l'imposer de plus en plus et je sens que ça bouge un peu, qu'on peut imaginer que le bijou, c'est un travail d'artiste. Ouais, j'aimerais pouvoir me sentir honnête avec moi-même et à l'aise de dire, «Je suis une artiste» et donc je pense qu'être représentée dans des galeries, ça pourrait être un bon moyen. Moi, personnellement, je trouve que tu es une artiste parurière, si je devais trouver 2 Oui, mots. oui, tu sais que c'est toujours compliqué de se sentir légitime tant qu'on n'est pas dans les endroits qui sont faits pour l'art, en fait. Je vais passer à la question gimmick de fin. Quel conseil tu donnerais à une jeune femme aujourd'hui qui aimerait marcher sur tes traces? Je lui donnerai le conseil de prendre son temps. Voilà, je vais à contre-courant de tout ce qu'on voit sur les réseaux. Même moi, je fais des vidéos en accéléré. Bon, parce que voilà, mais je pense qu'il faut prendre son temps de réfléchir à ce qu'on veut dire. Et effectivement, le marché du bijou est déjà, quand même, pas mal saturé. Donc si on a envie de raconter une histoire, réfléchir vraiment à ce qu'on veut dire et être honnête avec soi-même, pas,
Moi, j'ai eu tendance à le faire pendant mon parcours de bijoutière, c'est aller regarder sur Pinterest, s'inspirer, et le mot là est un peu moche parce qu'en fait, on s'inspire pas, on copie. Enlever Pinterest, retourner dans les bibliothèques, être curieuse, se nourrir de plein de choses et vraiment prendre le temps de créer son identité, son univers, parce qu'en fait, c'est ça après que les gens ils viennent chercher. Vous allez peut-être pas toucher le monde entier, mais par contre, les gens qui vont venir vous voir, ils sont déjà fidélisés parce qu'en fait, ils viennent vous voir pour votre âme, vos idées et la personne que vous êtes. C'est ça qui connecte après. Et c'est pour ça que je disais que je deviens amie avec tous mes clients, parce qu'en fait, on a déjà une base où ils aiment ce que je fais et du coup, bah, on accroche direct. Donc voilà, prendre le temps de se construire. Vous avez le temps de faire carrière, prendre le temps de trouver les techniques qui vous plaisent aussi. Et puis après, foncez, parce que c'est génial de faire un métier qu'on aime. Et si on aime et qu'on le fait avec passion, je pense qu'il y a des possibilités d'être heureuse. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Marine. Merci, Anne. À bientôt, au revoir. À bientôt. Merci d'avoir écouté Brillante. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche. Et si vous aussi vous avez envie de faire parler vos bijoux et votre maison, je serai ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast de marque ou vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs. Je vous donne rendez-vous le mois prochain sur ce podcast Brillante et en attendant, sur le podcast Le bijou comme un bisou en alternance avec le podcast Il était une fois le bijou. Faites-moi plaisir, soutenez le podcast en mettant des avis, des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Abonnez-vous et partagez l'épisode sur vos réseaux sociaux. À dimanche prochain et soyez brillantes.